Il y a une vérité que personne ne t'a jamais dite. Ce n'est pas ce qui te fait souffrir qui te contrôle. C'est l'endroit où tu décides de poser ton attention. Tu crois souvent que les personnes, les situations, les souvenirs ou même tes peurs possèdent un pouvoir sur toi. Mais la réalité est bien plus dérangeante. Tu es celui qui nourrit ce pouvoir, seconde après seconde, par ton regard, ton énergie mentale et ton obsession silencieuse. Quand tu retires ton attention, tu ne fuis pas. Tu reprends la souveraineté que tu avais oubliée. Le stoïcisme l'enseigne depuis des siècles, mais très peu ont eu le courage d'en faire l'expérience. Cette vidéo est une invitation à explorer un territoire intérieur que l'on évite presque toujours, celui où l'on cesse de courir après ce qui nous pique, ce qui nous blesse, ce qui nous agite, pour redécouvrir la puissance calme de la présence dirigée. Et avant d'aller plus loin, écris en commentaire « Je choisis où va mon attention ». Tu verras que ce simple acte crée déjà une brèche dans tes habitudes mentales. Abonne-toi, aime la vidéo et reste jusqu'à la fin, parce qu'il y a une vérité que très peu osent regarder en face. Lorsque tu retires ton attention d'une blessure, d'une relation, d'un bruit mental qui te ronge, ce n'est pas l'objet qui disparaît, c'est ta dépendance qui s'effondre. Et c'est dans cet effondrement que commence enfin la maîtrise intérieure. Depuis l'Antiquité, les stoïciens ont compris une chose essentielle que notre époque hyper connectée a complètement oubliée. Le véritable pouvoir ne se trouve jamais dans le monde extérieur, mais dans l'orientation invisible de ton attention. Sénèque observait déjà que les hommes s'épuisent dans des batailles imaginaires parce qu'ils fixent leur esprit sur des choses qu'ils ne contrôlent pas. Épictète allait encore plus loin en affirmant que rien ne peut te blesser sans ton consentement intérieur, et que ce consentement se trouve précisément dans l'acte de porter ou d'enlever ton attention. Quant à Marc Aurèle, il écrivait que l'âme devient la couleur de ses pensées, rappelant que ce sur quoi tu te concentres façonne ton état intérieur. Pourtant, malgré ces avertissements, la sagesse stoïcienne a été peu à peu déformée ou diluée. On a retenu les maximes inspirantes sans comprendre leur mécanique profonde. On a répété les phrases sans pratiquer le déplacement volontaire de l'attention, ce geste intime qui te libère du bruit mental comme on retire une racine qui étouffe un arbre. Aujourd'hui, notre monde moderne amplifie encore plus ce problème. Réseaux sociaux, notifications, comparaison constante, anxiété chronique. Tout est conçu pour capturer ton attention, la fragmenter, la disperser. Et lorsque ton attention devient prisonnière, ton esprit suit. Tu crois perdre du temps, alors que c'est bien plus grave. Tu perds ta tranquillité intérieure, ton jugement, ta direction. C'est pour cela que le stoïcisme redevient soudain vital, presque urgent. Car comprendre l'art de retirer ton attention, c'est comprendre comment reprendre ton souffle psychologique dans un monde qui cherche à te le voler. Ce que les anciens considéraient comme un exercice spirituel devient aujourd'hui un acte de survie mentale. Ton attention est l'outil le plus puissant que tu possèdes, et pourtant tu le réalises rarement. On t'a appris à surveiller ton comportement, tes émotions, tes réactions, mais presque jamais à observer ce projecteur intérieur qui éclaire certaines choses et en laisse d'autres dans l'ombre. L'attention n'est pas un simple regard, c'est une force créatrice. Ce que tu observes, tu l'amplifies. Ce que tu ignores, tu l'affaiblis. Et tout ton monde intérieur se construit autour de cette dynamique silencieuse que les stoïciens avaient parfaitement comprise. Ils disaient que l'âme prend la forme de ce sur quoi elle se fixe. Si tu donnes ton attention à une peur, elle grandit. Si tu donnes ton attention à une injustice, elle s'enracine. Si tu donnes ton attention à une douleur, elle se prolonge. Le stoïcisme ne t'invite pas à fuir, mais à choisir ce que tu veux nourrir. Parce que ton esprit n'est pas un espace neutre, c'est un terrain fertile qui amplifie ce que tu y plantes. Et la plupart des gens vivent leur vie sans jamais remettre en question ce qui attire leur attention. Ils réagissent à l'extérieur, comme si l'extérieur décidait pour eux. Une notification, une remarque, un souvenir, un visage, une menace, une blessure. Tout cela agit comme des mains tendues qui réclament ta lumière intérieure. Souvent, tu crois que ces choses t'imposent leur présence. En réalité, elles ne vivent que de la force que tu leur accordes. Il existe une différence majeure entre percevoir quelque chose et lui donner ton attention. La perception est automatique. Tu vois, tu entends, tu ressens. Mais l'attention est un acte volontaire.
Tu prolonges, tu t'attardes, tu analyses, tu rumines, tu invites la chose à entrer dans ton espace mental. Ce n'est pas le monde extérieur qui te charge émotionnellement, c'est ton choix inconscient de rester fixé dessus. Quand ton attention se pose sur une pensée, elle devient plus dense. Quand elle se pose sur une peur, elle devient plus réelle. Quand elle se pose sur un souvenir, elle devient plus vif. Et ce mécanisme est si rapide, si automatique, que tu ne le remarques même pas. C'est pour cela que le stoïcisme insiste sur la maîtrise de l'assentiment intérieur, cette capacité à choisir ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Pour les stoïciens, l'assentiment est la porte d'accès à ta paix ou à ta souffrance. Tu ne peux pas empêcher une idée d'apparaître, mais tu peux décider de lui donner forme ou de la laisser mourir d'elle-même. Ce pouvoir est essentiel pour comprendre pourquoi retirer ton attention est un acte de contrôle profond. Quand tu retires ton attention de quelque chose, tu reprends la main sur ta vie intérieure. Tu ne coupes pas le monde, tu coupes l'influence du monde sur toi. Et ce retrait n'est jamais une fuite, c'est une réorientation. C'est un mouvement intérieur par lequel tu décides que ton énergie ne sera plus dévorée par le superflu, le toxique, l'inutile ou le destructeur. Tu acceptes de laisser certaines choses exister sans t'y attacher. Tu choisis de ne plus être le gardien mental de ce qui te blesse. Ce que tu nourris vit. Ce que tu ignores s'éteint. Le stoïcisme est précisément l'art d'utiliser ce principe pour retrouver la liberté intérieure, même au milieu du chaos. Lorsque tu prends conscience que ton attention est limitée, précieuse et créatrice, tu comprends que la diriger volontairement est la forme la plus élevée de maîtrise de soi. Et c'est à partir de ce moment-là que tu peux vraiment commencer à reprendre le contrôle, non pas en changeant le monde, mais en changeant le centre depuis lequel tu le regardes. Plus tu observes ton attention, plus tu vois qu'elle a façonné ta vie entière. Plus tu apprends à la retirer, plus tu te libères de tout ce qui t'enchaînait sans que tu t'en rendes compte. Si ton attention se dirige instinctivement vers ce qui te blesse, ce n'est pas parce que tu aimes souffrir, mais parce que ton esprit est construit pour survivre avant d'être heureux. Depuis l'enfance de l'humanité, le cerveau humain a été façonné pour repérer les menaces, les dangers, les ruptures possibles dans l'équilibre du monde. Ce biais naturel, qu'on appelle le biais de vigilance, t'oblige à surveiller ce qui pourrait te nuire. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, ce mécanisme se retourne contre toi. Tu revisites des douleurs, anciennes comme si elles représentaient encore un danger présent. Tu analyses chaque mot blessant, comme si ta sécurité dépendait de cette compréhension. Tu revis les échecs passés avec la sensation qu'ils pourraient se reproduire à tout moment. Ton attention se fixe sur la blessure parce que ton esprit croit, à tort, qu'elle doit être surveillée pour disparaître. Mais c'est l'inverse qui se produit. Plus tu la regardes, plus elle te pénètre. Plus tu la nourris, plus elle s'enracine. Les stoïciens avaient déjà observé cela. Ils expliquaient que la douleur initiale, celle du moment présent, est rarement insurmontable. Ce qui détruit un être humain, ce n'est pas le choc, mais la répétition mentale du choc. Ce n'est pas la parole blessante, mais le fait de la ressasser. Ce n'est pas la rupture, mais le récit intérieur qui persiste. Beaucoup de relations toxiques survivent uniquement grâce à ton attention. Elles se nourrissent de ton analyse, constante, de ton espoir irrationnel, de ta colère entretenue. Sans ton regard, elles s'effondreraient. Une dynamique toxique ne nécessite pas ta présence physique pour exister, mais ta présence mentale, et ton attention est devenue le carburant qui la maintient en vie. De la même façon, les blessures anciennes prennent puissance parce que tu continues de leur offrir un espace dans ton esprit. Tu as peut-être été humilié, rejeté, trahi, ignoré. Et l'écho de ces instants vit encore en toi, non pas parce qu'ils sont présents, mais parce que tu les visites en pensée. Leur existence ne tient plus qu'à ton attention. Une pensée oubliée cesse d'exister. Une douleur non revisitée s'éteint naturellement. Mais le mental humain crée l'illusion que penser à un problème le résout. Alors tu rumines, tu revis, tu analyses, tu décryptes, tu cherches des explications. Et chaque visite mentale renforce la trace émotionnelle. Les stoïciens distinguaient clairement la douleur réelle, celle que tu subis, et la douleur prolongée, celle que tu choisis sans t'en rendre compte. Ils comprenaient que la souffrance vient souvent de l'attachement mental à la blessure. L'attention agit comme une loupe. Elle agrandit ce qu'elle touche, qu'il s'agisse d'un défaut, d'un souvenir, d'une peur ou d'une personne.
Tu crois parfois que surveiller une situation t'aide à la contrôler, alors que cela te lie à elle. Tu crois que penser à quelqu'un te donne du pouvoir, alors que cela te prend ton énergie. Tu crois que revisiter une douleur t'empêche de la répéter, alors que cela renforce ton lien à elle. Le stoïcisme t'invite à observer cette dynamique comme un scientifique observe une réaction. Pourquoi ton attention se fixe-t-elle toujours sur le même point sensible? Parce qu'il existe en toi un besoin inconscient de résoudre ce qui n'a jamais été accepté. Tu veux comprendre ce qui s'est passé. Tu veux réécrire le passé. Tu veux réparer ce qui n'a plus de forme. Mais l'attention ne sauve rien. Elle attache, elle prolonge, elle amplifie. Et plus tu la poses sur ce qui te blesse, plus tu t'enfermes dans un cycle de rumination où chaque pensée nourrit la suivante. Lorsque tu comprends cela, tu réalises que ton attention n'est pas attirée par la blessure, elle est retenue par elle. Et c'est précisément pour cela que retirer ton attention devient un acte de libération profonde. Le recul volontaire est l'une des disciplines les plus méconnues du stoïcisme, et pourtant c'est l'une des plus transformantes. Les stoïciens ne demandaient pas d'être insensibles, ils demandaient d'être souverains. Et la souveraineté intérieure commence au moment précis où tu décides de ne plus nourrir ce qui t'épuise. Reculer n'est pas abandonner, c'est refuser de livrer ton énergie à ce qui ne la mérite pas. C'est le geste par lequel tu reprends ta place au centre de toi-même. Beaucoup pensent que se retirer, c'est fuir. Mais ce n'est pas une fuite quand tu choisis consciemment de ne plus offrir ta paix à quelque chose qui la détruit. Le recul n'est pas un mouvement vers l'extérieur, mais un mouvement vers l'intérieur. C'est un recentrage, un retour, un repositionnement. Quand tu recules mentalement, tu n'es plus aspiré par les émotions, les conflits ou les drames. Tu redeviens l'observateur stoïcien, celui qui voit sans être avalé, celui qui perçoit sans être dévoré. Épictète parlait de la frontière sacrée entre ceux qui dépendent de toi et ceux qui ne dépendent pas de toi. Le recul est le geste par lequel tu refuses de franchir cette frontière pour courir après ce qui ne t'appartient pas. Il t'apprend que toutes les batailles ne sont pas faites pour être livrées, et que certaines n'existent que parce que tu t'y engages. Lorsque tu choisis de te retirer, tu changes radicalement la dynamique intérieure d'une situation. Le feu cesse de brûler quand on arrête de l'alimenter. Une tension cesse d'exister quand on cesse d'y répondre. Une personne cesse d'avoir du pouvoir quand on cesse de réagir. Le recul est un acte de souveraineté silencieuse. Tu ne dis rien, mais tu déplaces ton centre. Tu ne contestes pas, mais tu retires ton appui. Et soudain, ce qui te dominait perd sa force. Le recul crée une paix immédiate, parce que tu retires ton attention du tumulte. Il ne s'agit plus de comprendre, de régler, d'expliquer, de convaincre ou d'imposer, mais de cesser de nourrir ce qui t'éloigne de toi. Ce geste est subtil, mais immense. Le stoïcisme t'enseigne que la véritable victoire n'est pas de triompher des autres, mais de triompher de tes impulsions. Le recul est justement ce moment où tu refuses de suivre l'émotion qui t'entraîne. Tu ne cherches plus à avoir raison. Tu ne cherches plus à sauver l'image que tu as de toi. Tu ne cherches plus à prouver quoi que ce soit. Tu redeviens un être libre, détaché du besoin d'être validé ou compris. Le paradoxe, c'est que moins tu donnes d'importance à une chose, plus tu en reprends le contrôle. Ce que tu regardes t'influence. Ce que tu ignores perd de l'emprise. Le recul révèle aussi une vérité que beaucoup refusent d'admettre. Tu n'as pas besoin de t'accrocher pour que la vie continue. Tu n'as pas besoin de surveiller tout pour que les choses se déroulent. Tu n'as pas besoin de t'épuiser pour avoir de la valeur. Le monde ne s'effondre pas quand tu te retires d'un combat inutile. C'est ton monde intérieur qui se reconstruit. Marc Aurèle écrivait que la tranquillité vient lorsque l'on cesse de se disperser. Le recul volontaire est cette décision de ne plus t'éparpiller mentalement. Tu redeviens entier, aligné, ancré, et c'est, depuis cet espace, que tu peux ensuite agir avec sagesse plutôt qu'avec impulsion. Quand tu apprends à reculer, tu apprends à préserver ton énergie pour ce qui compte vraiment. Tu apprends à respecter ta paix comme un bien sacré. Tu apprends que ta valeur ne se mesure pas à ta capacité de tout gérer, mais à ta capacité de te protéger intérieurement. Le recul n'est pas un abandon du monde, c'est la reconquête de ton royaume intérieur. Quand tu retires ton attention de quelque chose, ce n'est pas seulement ton esprit qui se détourne, c'est tout ton être qui change de rythme, de vibration, de dynamique. Le système nerveux d'abord réagit immédiatement.
Le simple fait de ne plus fixer une pensée menaçante, un souvenir douloureux ou une situation épuisante réduit la charge émotionnelle qui circulait en toi. Ton corps se détend parce que ton cerveau ne reçoit plus l'ordre implicite d'être en alerte. La vigilance baisse, le souffle devient plus profond, la tension se dissout. Tu n'as rien résolu à l'extérieur, mais tu as apaisé l'intérieur. Ensuite, le mental, privé de ta focalisation, commence à ralentir. La rumination perd sa force, car elle ne peut exister que si tu reviens toujours sur la même pensée. Une pensée non revisitée meurt comme une braise qui s'éteint faute d'oxygène. En retirant ton attention, tu retires l'oxygène des scénarios mentaux qui t'enchaînaient. Ce n'est pas un combat, c'est une extinction naturelle. Tu remarques alors que les émotions, même les plus intenses, ne sont pas immortelles. Elles suivent un cycle. Elles montent, elles atteignent un pic, puis elles redescendent si tu ne les ravives pas. En cessant de regarder ce qui te blesse, tu interromps le cycle. Tu permets à l'émotion de se dissiper. Et cette dissipation ouvre la porte à quelque chose que tu avais oublié, la clarté. Une clarté stoïcienne, froide et calme, qui te permet de voir les choses sans la déformation du trouble émotionnel. Plus ton attention s'éloigne du tumulte. Plus tu vois ce tumulte pour ce qu'il est réellement. Un spectacle intérieur dont tu n'étais pas obligé d'être le spectateur captif. Et dans cet espace libéré, une nouvelle forme de lucidité apparaît. Tu comprends, presque intuitivement, ce que les stoïciens voulaient dire lorsqu'ils affirmaient que l'esprit retrouve sa justesse lorsqu'il cesse d'être agité. La réalité devient plus simple, les problèmes plus précis, les solutions plus évidentes. Tu ne confonds plus tout, tu ne dramatises plus, tu distingues ce qui dépend de toi de ce qui ne dépend pas de toi. Et cette distinction te donne une force que tu croyais perdue. Ce retrait de l'attention produit aussi un autre effet, la dissolution de l'attachement. Beaucoup de tes souffrances viennent de l'importance excessive que tu accordes à des choses qui ne le méritent pas. Une personne, une opinion, un souvenir, un échec, une peur, tout cela s'effrite quand tu ne le regardes plus. Tu croyais que tu ne pourrais jamais te détacher, mais le détachement n'est pas un acte brutal, c'est une conséquence naturelle du recul. Et quand l'attachement s'effondre, un sentiment profond de liberté intérieure renaît. Tu redécouvres que tu es capable de vivre sans que ton esprit soit accroché à quelqu'un, à quelque chose ou à un résultat. Enfin, le silence mental qui apparaît quand tu retires ton attention n'est pas un vide, c'est un retour à toi. C'est dans ce silence que tu entends tes véritables besoins, tes véritables intentions, ta véritable voix. Et cette voix intérieure, les stoïciens la considéraient comme l'expression la plus pure de ton logo, de ta raison profonde. Quand tu retires ton attention, tu ne fais pas disparaître le monde, tu fais apparaître ton monde intérieur. Et c'est dans cette émergence que tu retrouves le contrôle. Il existe dans ta vie des dynamiques, des pensées, des personnes et des illusions qui ne tiennent debout que parce que tu continues de les nourrir. Elles n'ont aucune autonomie. Elles s'accrochent à ton attention comme des parasites invisibles qui survivent grâce à ton énergie intérieure. Si tu veux reprendre le contrôle, tu dois d'abord comprendre ce que tu dois arrêter d'alimenter. D'abord, tu dois cesser de nourrir les conflits inutiles. Beaucoup de tensions n'existent que parce que tu y reviens encore et encore. Tu revis la scène, tu analyses les mots, tu imagines ce que tu aurais dû répondre. Mais ce conflit n'a plus de réalité en dehors de ton esprit. Il vit dans la répétition mentale. Les stoïciens t'auraient dit de le laisser mourir naturellement. Ensuite, tu dois arrêter de nourrir les personnes qui vivent grâce à ta réaction. Certaines âmes fragiles se sentent exister uniquement lorsqu'elles provoquent une réaction chez quelqu'un. Elles cherchent ton émotion, ton agitation, ta validation ou ta colère, car c'est ainsi qu'elles soutiennent leur propre vide. Répondre, c'est les renforcer. Te retirer, c'est dévoiler leur impuissance. Tu dois également cesser de nourrir les scénarios catastrophes que ton esprit invente pour se protéger. Ces projections sont comme des ombres. Elles semblent menaçantes tant que tu les regardes, mais elles disparaissent dès que tu détournes ton attention. Penser au pire ne te protège pas du pire. Penser au pire ne fait que t'enfermer dans un état de tension permanente. Le stoïcisme te rappelle que les choses terribles que tu imagines ne se produisent presque jamais et que tu t'épuises pour des fantômes. Tu dois aussi arrêter de nourrir les blessures que tu continues de revisiter.
Chaque fois que tu retournes dans un souvenir douloureux, tu rouvres une plaie que le temps tentait de refermer. Ce n'est pas la souffrance initiale qui te détruit, mais le rituel mental par lequel tu la ravives. Ne plus nourrir une blessure ne signifie pas l'ignorer, mais la délivrer de ton attention pour lui permettre de se dissoudre. Tu dois cesser de nourrir les attentes irréalistes que tu poses sur les autres et sur toi-même. Les attentes te volent ta paix, car elles se transforment inévitablement en déception. Plus tu attends quelque chose d'une personne, plus tu lui donnes un pouvoir sur ton état intérieur. Les stoïciens préféraient espérer moins et agir plus. Ensuite, tu dois arrêter d'alimenter les comparaisons toxiques. Chaque fois que tu compares ta vie, ton corps, ton chemin ou tes succès à ceux des autres, tu dérobes ton attention à ta propre existence pour la mettre au service d'une réalité qui n'est pas la tienne. Ce geste te vide, t'affaiblit, t'égare. Les comparaisons ne t'éclairent jamais, elles t'enchaînent. Tu dois également arrêter de nourrir les illusions qui te consument. L'illusion d'être indispensable, l'illusion de pouvoir contrôler les autres, l'illusion qu'une validation extérieure pourrait te sauver, l'illusion que ton passé aurait dû être différent, l'illusion qu'un jour la personne qui t'a blessé comprendra soudain ce qu'elle t'a fait. Toutes ces illusions consomment une énergie monumentale, alors qu'elles ne te donnent rien. Elles te maintiennent dans un état de tension, d'attente, de dépendance. Enfin, tu dois cesser de nourrir tout ce qui te détourne de toi-même. Chaque fois que tu donnes ton attention à quelque chose qui draine ton énergie, tu t'éloignes de ta propre vie intérieure. Les stoïciens savaient que la paix vient moins de ce que tu ajoutes que de ce que tu retires. Ce que tu cesses de nourrir cesse d'exister pour toi. Et ce qui cesse d'exister pour toi cesse de te contrôler. Retirer ton attention, c'est condamner à l'extinction tout ce qui te vole ta force. C'est un acte de purification intérieure, un tri silencieux mais radical. C'est ainsi que tu redeviens maître de toi-même. Même lorsque tu comprends la puissance que représente le fait de retirer ton attention, tu te heurtes encore à des pièges intérieurs qui t'empêchent d'y parvenir. Ces pièges sont subtils, profondément ancrés en toi, et ils fonctionnent comme des mécanismes automatiques qui ramènent ton esprit vers ce qui te fait souffrir. Le premier piège, c'est la confusion entre lâcher et perdre. Tu crois que si tu retires ton attention d'une personne, d'un conflit ou d'un souvenir, tu vas perdre quelque chose. Ta dignité, ton influence, ta relation ou même ton identité. Ton esprit assimile le retrait à un abandon, alors qu'il s'agit en réalité d'une reprise de pouvoir. Le stoïcisme enseigne que ce que tu laisses partir n'était jamais destiné à te définir, et que tu ne perds rien en cessant de retenir ce qui t'abîme. Le second piège, c'est l'ego qui exige d'avoir raison. L'ego veut la dernière parole, la dernière justification, la dernière victoire. Il veut être entendu, reconnu, apprécié. Et tant que tu te bats pour prouver quelque chose, tu donnes encore ton attention à ce qui te consomme. Le recul devient impossible, car l'ego te pousse à rester dans l'arène même quand le combat n'a plus aucun sens. Le troisième piège, c'est l'habitude du drame intérieur. Certaines personnes ne le savent pas, mais elles se nourrissent du chaos émotionnel parce qu'il leur donne l'impression de vivre. Le silence leur fait peur, le calme leur paraît vide, alors elles maintiennent en vie des tensions invisibles, des colères, des scénarios, des blessures, uniquement pour ne pas être confrontées à elles-mêmes. Retirer ton attention exige un certain courage, celui de faire face à ton propre silence. Le quatrième piège, c'est la peur que tout s'écroule. Si tu ne surveilles pas tout, tu crois que ta vigilance empêche le pire, que ton stress maintient l'ordre. Pourtant, la majorité des choses n'ont jamais dépendu de ton contrôle. Les stoïciens insistaient sur cette vérité. Plus tu veux tout maîtriser, moins tu maîtrises toi-même. Retirer ton attention, c'est renoncer à l'illusion du contrôle absolu. Le cinquième piège, ce sont les récits internes que tu portes depuis des années. Ces histoires que tu te racontes, je dois régler ça, je dois comprendre, je dois prouver, je dois réparer, t'enchaînent mentalement. Elles te convainquent que ton attention est nécessaire, indispensable, vitale. Mais ces récits ne sont que des constructions psychologiques qui t'emprisonnent. Tant que tu crois qu'ils sont vrais, tu continues de les nourrir. Le sixième piège, c'est le besoin de validation. Tu restes fixé sur une personne, une situation ou un échec parce que tu attends une reconnaissance, une excuse, une explication, un retour.
Mais cette attente n'est qu'une dépendance émotionnelle déguisée. Retirer ton attention devient presque impossible tant que tu espères que l'extérieur répare quelque chose en toi. Enfin, le piège le plus moderne et peut être le plus violent, c'est le bombardement constant de stimuli qui capturent ton attention. Notifications, réseaux sociaux, messages, images, comparaisons, bruit, tension. Ton esprit est sans cesse sollicité. Le monde ne te laisse plus te recentrer. Et lorsque ton attention est fragmentée, elle devient vulnérable. Le stoïcisme n'avait pas prévu ce niveau de distraction, mais ces principes deviennent aujourd'hui plus nécessaires que jamais. Les pièges existent pour une raison simple, ton esprit n'a jamais été entraîné à se protéger. Personne ne t'a appris à observer ton attention, à la diriger, à la retirer. Tu es donc tombé dans ces pièges toute ta vie sans en avoir conscience. Mais maintenant que tu les vois, tu peux commencer à les déjouer. Retirer ton attention n'est pas naturel, mais c'est possible. Et chaque fois que tu surmontes un de ces pièges, tu fais un pas de plus vers la maîtrise intérieure que les stoïciens considéraient comme la plus haute forme de liberté humaine. L'un des mensonges les plus destructeurs que ton esprit entretient silencieusement, c'est l'idée que ton attention est inépuisable. Tu crois pouvoir penser à tout, surveiller tout, absorber tout, gérer tout. Tu crois que tu peux te disperser sans te perdre. Mais c'est faux. Ton attention est une ressource limitée, fragile, qui s'épuise plus vite que tu ne l'imagines. Et tant que tu vis comme si elle était infinie, tu t'exposes à l'épuisement mental, émotionnel et spirituel. Le stoïcisme te met face à une vérité dérangeante. Ce à quoi tu donnes ton attention finit par te posséder. Marc Aurèle rappelait que l'esprit prend la couleur de ses pensées. Si tu diriges ton attention vers la colère, tu deviens colère. Vers la peur, tu deviens peur. Vers la comparaison, tu deviens insuffisant. Vers le chaos, tu deviens instable. Tu ne peux pas te permettre de laisser ton attention errer sans discernement, car elle modèle ton identité. Le monde moderne aggravera cette illusion, car il récompense la dispersion, il t'encourage à être partout, à répondre à tout, à être constamment disponible. Les réseaux sociaux, les notifications, les écrans, tout est conçu pour fragmenter ton attention en milliers de morceaux, au point où tu n'arrives plus à la rassembler pour toi-même. Tu consommes du contenu, mais c'est lui qui te consomme en réalité. Chaque moment où ton attention est capturée est un moment où tu cesses d'être souverain. Le stoïcisme, lui, enseigne l'inverse. L'attention est sacrée. Elle est l'expression de ta volonté, de ta liberté, de ta paix. Elle n'est pas un jouet, elle n'est pas un flux illimité, elle n'est pas une monnaie jetable. C'est ta ressource la plus précieuse, bien plus que ton temps, car ton temps peut être long, mais si ton attention est dispersée, tu ne vis même plus ton propre temps. Lorsque tu crois que ton attention est infinie, tu la distribues sans compter, aux conflits inutiles, aux conversations vaines, aux peurs imaginaires, aux comparaisons toxiques, aux attentes irréalistes, aux illusions qui t'empoisonnent. Tu t'éparpilles, tu te dilues, tu t'effaces, et un jour, tu te réveilles vide, incapable de trouver ton centre, ton souffle, ton calme. Tu ne comprends pas comment tu en es arrivé là, mais la raison est simple, tu as donné ton attention partout, sauf à toi-même. Les stoïciens protégeaient leur attention comme un trésor. Ils savaient que ce que tu donnes de toi à l'extérieur te manque ensuite à l'intérieur. Ils savaient qu'une pensée inutile est une perte de vie. Ils savaient que la dispersion mentale est une forme subtile d'auto-sabotage. Le coût invisible de l'attention gaspillée est immense. Perte de concentration, perte de motivation, perte d'identité. Chaque fois que tu donnes ton attention à quelque chose qui ne te construit pas, tu perds un fragment de toi. Et ce processus, répété des centaines de fois par jour, finit par éroder ton esprit. L'illusion de l'infinité masque une réalité brutale. Ton attention est un carburant. Elle s'épuise, elle se fragmente, elle se fatigue, elle peut même se briser. C'est pourquoi retirer ton attention de ce qui te détruit n'est pas seulement un acte de sagesse, c'est un acte de survie. Tu dois apprendre à préserver ton attention comme tu protégerais ton souffle, à choisir avec discernement où tu la poses, à refuser de la gaspiller, à comprendre que chaque fois que tu retires ton attention d'une chose inutile, tu la rends disponible pour quelque chose d'essentiel. Le stoïcisme n'exige pas que tu sois fort tout le temps, il exige que tu sois conscient. Conscient que ton attention est ton pouvoir,
conscient que ton attention est ta liberté, conscient que ton attention est ta vie. Tu pourrais croire que comprendre la mécanique de ton attention suffit pour reprendre le contrôle, mais ce n'est que la surface. Ce que tu viens de découvrir n'est que la première couche d'un processus beaucoup plus profond, celui où l'attention n'est plus seulement un projecteur, mais une force qui structure ta réalité entière. Les stoïciens n'en parlaient pas toujours directement, car cette vérité était considérée comme trop puissante pour ceux qui ne sont pas prêts à l'entendre. Ce que tu regardes t'attache, mais ce que tu arrêtes de regarder te libère dans des proportions que tu ne peux pas encore imaginer. La partie 2 va t'emmener dans ces zones plus obscures, là où se cachent les paradoxes, les illusions modernes, les pièges psychologiques qui façonnent ton rapport au monde sans que tu en aies conscience. Tu vas découvrir que la maîtrise de l'attention n'est pas seulement un outil de paix, mais un outil de transformation intérieure, presque radicale. Tu vas voir comment l'attention mal dirigée crée des chaînes invisibles et comment l'attention, retirée au bon moment, les brise instantanément. Prépare-toi, car la suite n'est pas une exploration intellectuelle, mais un dévoilement. Et ce dévoilement pourrait changer la manière dont tu te vois, dont tu vois les autres et dont tu vois le monde. L'un des paradoxes les plus troublants de la vie intérieure, et que les stoïciens avaient déjà entrevu, c'est que plus tu observes quelque chose avec insistance, moins tu le comprends. Tu crois qu'en analysant davantage une émotion, un comportement, une situation, tu vas la dissoudre, la maîtriser ou l'expliquer. Tu crois que le fait de regarder de plus près va t'amener à la vérité. Mais en réalité, c'est souvent l'inverse qui se produit, car l'attention, lorsqu'elle n'est pas dirigée avec discernement, ne clarifie pas. Elle déforme, elle amplifie, elle colore. Lorsque tu fixes trop longuement une pensée douloureuse, elle ne devient pas plus claire, elle devient plus vivante. Quand tu revis un souvenir traumatisant, tu ne le comprends pas mieux, tu l'enracines davantage. Quand tu observes de manière obsessionnelle une situation que tu ne contrôles pas, tu fabriques des interprétations qui n'existent que dans ton esprit. Les stoïciens rappelaient que la réalité est neutre, mais que l'interprétation que tu lui donnes peut devenir un labyrinthe si tu y plonges sans recul. Plus tu regardes une émotion, plus elle t'envahit, car ton attention lui donne une importance qu'elle n'aurait jamais eue seule. Et c'est là que réside le paradoxe. Tu penses chercher la vérité, mais tu crées un récit. Tu crois explorer, mais tu t'enfermes. Tu crois comprendre, mais tu compliques. Le mental humain a cette tendance étrange à transformer l'observation en obsession. Ce que tu observes de trop près cesse d'être objectif. Cela devient personnel, viscéral, déformé. Les stoïciens, eux, conseillaient une observation détachée, un regard calme, presque clinique, qui se contente de voir sans nourrir. Pour eux, l'observation devait être courte, simple, factuelle, pas une immersion émotionnelle. Ils savaient qu'une émotion examinée trop longtemps se transforme en fiction, que le mental commence à inventer, ajouter, interpréter, projeter. Quand tu te focalises sur une blessure intérieure, tu ne fais que la rouvrir. Quand tu cherches à comprendre un geste, un mot, une absence, tu finis par inventer des explications qui n'existent pas. L'attention, dans ces moments-là, devient une source de confusion. Et plus tu t'acharnes, plus tes conclusions s'éloignent de la réalité. C'est exactement pour cela que certains problèmes se résolvent quand tu cesses de les regarder. Quand tu arrêtes de scruter, le mental perd sa matière première et la vérité apparaît d'elle-même. Simple, nue, débarrassée de tes projections, la clarté naît parfois dans le retrait, jamais dans l'obsession. C'est un paradoxe difficile à accepter, car l'esprit humain est convaincu que la compréhension vient de l'analyse. Pourtant, certaines réponses ne peuvent émerger que dans l'espace que crée le recul. Les stoïciens pratiquaient ce qu'on pourrait appeler la vision brève, observer juste assez pour comprendre ce qui dépend d'eux, puis retirer immédiatement leur attention pour ne pas tomber dans le piège de l'analyse infinie. Ils savaient que la plupart des souffrances mentales étaient le résultat d'une attention mal dirigée plutôt que d'un événement réel. Ils savaient que la douleur psychologique n'est pas dans les faits, mais dans la manière dont ton attention les amplifie. Ainsi, plus tu regardes quelque chose sans distanciation, moins tu es capable de le voir correctement. Plus tu analyses ton anxiété, plus elle grandit. Plus tu cherches à comprendre une rupture, plus tu inventes des raisons qui te torturent. Plus tu observes ton manque,
plus il te consume. L'esprit devient son propre piège, et le stoïcisme t'invite à reconnaître ce piège pour t'en libérer. Parfois, la vérité se dévoile lorsque tu détournes le regard. Lorsque tu retires ton attention, tu neutralises l'inflation émotionnelle, tu mets fin au cycle des projections mentales et tu permets à la réalité d'apparaître sans ton agitation. C'est dans ce mouvement de retrait que se trouve le véritable discernement. Ce discernement que les stoïciens chérissaient plus que tout. Ce n'est pas l'inspection qui libère, c'est la maîtrise de ce que tu inspectes. Ce n'est pas l'analyse qui apaise, c'est le choix de ce que tu refuses d'analyser. La lucidité ne vient pas de l'effort, mais de la distance. Et ce paradoxe, une fois compris, change complètement ta manière de regarder le monde, tes émotions et toi-même. Le monde moderne a transformé ton attention en une marchandise, et la plupart du temps, tu ne t'en rends même pas compte. Chaque seconde où tu regardes quelque chose, quelqu'un en profite. Chaque micro-moment où ton esprit se disperse, tu perds une parcelle de ta souveraineté intérieure. Nous vivons dans une époque où les distractions ne sont plus de simples accidents, mais des stratégies calculées, des pièges minutieusement construits pour capturer ta lumière intérieure. Le premier piège, ce sont les micro-addictions psychologiques, le scroll compulsif, les réactions automatiques, les vérifications incessantes, les comparaisons permanentes. Tu crois que ce sont de petites habitudes sans importance, mais elles agissent comme des chaînes invisibles. Chaque fois que tu ouvres machinalement une application, tu conditionnes ton cerveau à chercher des récompenses rapides. Et plus tu t'y plonges, plus ton attention se fragmente, devient instable, affamée, incapable de rester posé sur quelque chose de profond. Le stoïcisme se heurte ici à un ennemi qu'il n'avait jamais prévu, l'hyperstimulation. Les anciens sages vivaient dans un monde lent où la réflexion était naturelle. Toi, tu vis dans une tempête d'images, de messages, d'informations, de sollicitations. Et ton esprit, saturé, se met à produire des crises artificielles. Tu commences à t'inquiéter pour des choses qui n'existent pas. Tu amplifies des détails insignifiants. Tu construis des scénarios catastrophes, non pas parce que ta vie est menaçante, mais parce que ton mental, surchargé de stimuli, perd sa capacité à distinguer le réel de l'exagéré. C'est ce que j'appelle les crises fabriquées par le mental. Des angoisses qui n'ont pas de racines, mais qui naissent de la surcharge attentionnelle. Puis, il y a l'industrie de la distraction permanente. Rien n'est innocent. Chaque son, chaque notification, chaque vibration est conçu pour interrompre ton flux intérieur. Chaque plateforme cherche à prolonger ton temps de présence. Tu n'es plus un utilisateur, tu es un captif. Et tu finis par croire que tu dois répondre à tout, voir tout, être au courant de tout. Cette illusion moderne te nourrit de l'idée que tu vas manquer quelque chose si tu retires ton attention. C'est un mensonge. Ce que tu manques réellement, c'est toi-même. Tu manques ta tranquillité, ta présence, ta force, ta lucidité. Tu manques ta propre vie intérieure parce que ton attention est constamment aspirée vers l'extérieur. Ajoutez à cela les algorithmes, ces architectes invisibles qui apprennent tes faiblesses, qui prévoient ce que tu vas regarder avant même que tu n'en aies conscience. Ils te connaissent mieux que tu ne te connais. Ils savent ce qui pique ton émotion, ce qui déclenche ton impulsion, ce qui stimule ta curiosité. Et ils te le servent encore et encore, jusqu'à ce que ton attention devienne un réflexe pavlovien. Le stoïcisme te met face à une dissonance brutale. Tu ne peux pas espérer la paix intérieure si tu laisses les forces du monde moderne diriger ton attention. La liberté mentale demande une discipline radicale, presque contre-culturelle. Et pourtant, la plupart des gens confondent stimulation et vie. Ils confondent mouvement et progrès. Ils confondent agitation et importance. Un autre piège moderne, c'est la comparaison constante. Jadis, les stoïciens se comparaient aux sages comme modèles. Aujourd'hui, tu te compares à des illusions, des images filtrées, des vies mises en scène, des performances exagérées. Chaque comparaison est un détournement de ton attention de ta propre réalité. Et chaque détournement te vide, car tu n'observes plus ta vie depuis ton centre, mais depuis l'extérieur. Le monde moderne te pousse à croire que tu es en retard, insuffisant, dépassé, alors que c'est ton attention dispersée qui crée cette impression. Les petites dispersions quotidiennes semblent anodines. Répondre à un message instantanément, vérifier ton téléphone par réflexe,
penser à 1000 choses en même temps. Mais elles ont un coût invisible. Elles t'empêchent de rester dans la profondeur. Elles te privent de l'énergie mentale dont tu as besoin pour comprendre réellement ta vie. Enfin, l'un des pièges les plus insidieux, c'est l'attraction vers ce qui t'abîme. Tu te demandes parfois pourquoi tu es attiré par des personnes toxiques, des situations douloureuses, des pensées négatives. La réponse est simple. Ton attention, déjà vulnérable, cherche une stimulation familière, même si elle est destructrice. Le stoïcisme t'invite à voir cette vérité sans détour. Ce que tu regardes finit par t'attirer, même si cela te fait souffrir. Le monde moderne amplifie cette attraction en te proposant des émotions rapides, intenses, superficielles. Et ton esprit, saturé, finit par confondre intensité et vérité. Pour te libérer, tu dois d'abord voir ces illusions, leur nature, leur structure, leur objectif, car tu ne peux retirer ton attention de quelque chose tant que tu crois encore que tu en as besoin. Une fois que tu vois la mécanique derrière ces pièges, tu deviens déjà moins vulnérable. Tu redeviens un être conscient et non un consommateur d'impulsions. Et c'est depuis cette conscience que tu pourras reprendre le contrôle de ton monde intérieur. Ce que très peu de gens comprennent et que les stoïciens avaient pourtant pressenti, c'est que ton identité n'est pas une structure fixe. Elle n'est pas un noyau immuable, ni un toit gravé une fois pour toutes. Ton identité est malléable, dynamique, changeante, et elle se construit essentiellement à travers ce que tu regardes, ce que tu rumines, ce que tu nourris intérieurement. Tu es façonné par la direction de ton attention. Chaque pensée répétée devient une croyance. Chaque émotion revécue devient un trait de caractère. Chaque scénario mental revisité devient une partie de ton histoire personnelle. Ce que tu observes en toi trop souvent finit par devenir toi. Les stoïciens l'expliquaient simplement. L'âme prend la forme de ce sur quoi elle se fixe. Cela signifie que, si ton attention se tourne régulièrement vers la critique, tu deviens critique. Si elle se tourne vers le manque, tu deviens manque. Si elle se tourne vers la peur, tu deviens peur. Si elle se tourne vers la comparaison, tu deviens insuffisant. Chacun de ces mouvements intérieurs sculpte ta personnalité, comme le vent sculpte une pierre sur plusieurs années. Et c'est là que réside l'une des découvertes les plus dérangeantes. Tu n'es pas devenu toi par hasard. Tu es devenu toi parce que tu as nourri certaines pensées, plutôt que d'autres. Parce que tu as offert ton attention à certaines douleurs, plutôt qu'à ta paix. Parce que tu as alimenté certaines croyances, plutôt que ta liberté. Parfois, tu ne comprends pas pourquoi tu réagis d'une certaine manière, pourquoi une simple parole te déclenche, pourquoi un rejet te détruit, pourquoi une situation anodine te met en colère. Mais ces réactions ne viennent pas de nulle part, elles viennent des habitudes que ton attention a construites. Tu t'es entraîné, sans le vouloir, à être sensible à certains signaux, à réagir à certains déclencheurs, à répéter certains schémas. Tu n'as pas choisi consciemment cette identité, mais tu l'as alimentée. Elle s'est construite au fil des années par des millions de micro-attentions inconscientes. Et la bonne nouvelle, mais aussi la plus dérangeante, c'est que tu peux la déconstruire. Tu peux devenir quelqu'un d'autre en changeant ce que tu regardes intérieurement. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie morale, c'est une philosophie identitaire. Elle te dit que tu peux redevenir maître de la narration intérieure qui façonne ton existence. C'est pour cela que Marc Aurèle insistait tant sur la purification de la pensée. Il savait que ce que tu laisses entrer dans ton esprit finit par diriger ta vie. Les personnalités ne naissent pas, elles se forment. Une personne anxieuse ne l'est pas parce qu'elle est née ainsi, mais parce qu'elle a nourri 1000 fois plus les pensées anxieuses que les pensées rassurantes. Une personne jalouse n'est pas naturellement jalouse, mais elle a dirigé son attention vers la peur de perdre jusqu'à en faire un automatisme. Une personne paisible n'est pas miraculeusement sereine, mais elle a refusé, encore et encore, de nourrir les tempêtes intérieures. L'identité est une œuvre, pas un héritage. Les cicatrices identitaires, elles aussi, se construisent par l'attention. Si tu revis sans cesse une humiliation passée, tu finis par te sentir inférieur. Si tu revis un rejet, tu finis par croire que tu ne mérites pas l'amour. Si tu revis un échec, tu finis par te percevoir comme incapable. Ces cicatrices ne sont pas des évidences, ce sont des narrations que ton attention a gravées dans ta mémoire émotionnelle. Et tant que tu continues de nourrir ces narrations, tu les renforces. Mais lorsque tu retires ton attention de ces histoires, elles perdent leur pouvoir.
elles s'effritent, elles s'éteignent. Tu deviens alors capable de renaître intérieurement. C'est l'un des aspects les plus puissants du stoïcisme. La possibilité de se transformer non pas en changeant le monde extérieur, mais en changeant le centre depuis lequel tu le regardes. Retirer ton attention de ce qui t'a façonné, c'est te libérer de l'identité que le passé a construite pour toi, et rediriger ton attention vers ce que tu veux devenir. C'est reconstruire consciemment. Tu n'es pas condamné à être la somme de tes blessures. Tu es la somme de ce que tu choisis de nourrir. Lorsque tu comprends que ton attention est la graine de ton identité, tu réalises que chaque instant est une opportunité de transformation. Le stoïcisme ne te demande pas de devenir quelqu'un d'autre d'un seul coup, mais de changer ce que tu regardes, ce que tu respectes, ce que tu laisses entrer en toi. Et ce changement intérieur, répété, devient une renaissance. Tu redeviens l'auteur de ton histoire, au lieu d'être le lecteur d'un récit imposé par ton passé. Il existe en toi des liens que tu ne vois pas, mais qui dirigent ta vie tout autant que des chaînes physiques. Tu crois être libre parce que tu peux te déplacer, choisir, parler, agir. Mais intérieurement, tu es attaché à des personnes, des souvenirs, des attentes, des émotions, des illusions qui te capturent silencieusement. Ces liens invisibles sont créés par ton attention. Plus tu regardes quelque chose, plus tu t'y attaches. Plus tu revis un événement, plus il t'habite. Plus tu penses à quelqu'un, plus cette personne occupe une place dans ton monde intérieur, même si elle n'est plus là. Tu crois que ce sont les choses extérieures qui te retiennent, mais ce sont en réalité les projections intérieures que tu continues de nourrir. Une grande partie de ta souffrance vient de ces attachements psychologiques qui se forment sans ton consentement conscient. Le premier type de lien invisible, c'est celui que ton attention crée avec certaines personnes. Quand tu penses constamment à quelqu'un, qu'il s'agisse d'un amour passé, d'un conflit non résolu, d'une injustice ou même d'un ennemi, cette personne vit dans ton esprit. Elle influence tes émotions, tes décisions, ton humeur, ta perception de toi-même. Tu te dis que tu n'arrives pas à tourner la page, mais ce n'est pas la page qui te retient, c'est ton attention qui la maintient ouverte. Les stoïciens savaient qu'accorder trop d'importance à quelqu'un revient à lui confier ton pouvoir intérieur. Tant que tu continues d'y penser, tu n'es pas libre. Ensuite, il y a les liens créés par le besoin de comprendre. Tu veux savoir pourquoi on t'a fait du mal. Tu veux comprendre pourquoi quelqu'un t'a quitté, trahi, ignoré, blessé. Tu veux trouver des explications pour apaiser une douleur qui n'a peut-être pas de logique. Mais ce besoin de comprendre agit comme une chaîne. Chaque tentative d'analyse te ramène à la personne ou à la situation. Tu revis encore et encore le même scénario, comme un prisonnier qui répète le récit de son propre enfermement. Ce lien invisible n'est pas fait de réalité, mais de répétition. Un troisième lien invisible, c'est l'attente. Attendre un message, une excuse, une reconnaissance, une validation te connecte psychologiquement à quelqu'un ou à quelque chose. L'attente est une forme de dépendance émotionnelle. Elle t'empêche d'avancer parce que ton esprit est tourné vers l'extérieur, suspendu à une réponse qui ne vient peut-être jamais. Les stoïciens voyaient dans l'attente l'une des formes les plus subtiles de souffrance, car elle place ton bien-être entre les mains d'autrui. Il y a aussi les liens construits par les scénarios mentaux. Tu imagines ce que l'autre pense, tu te refais la scène, tu anticipes les issues, tu crées des dialogues imaginaires. Chacun de ces scénarios forme une attache, car ton attention s'y accroche. Même si ces histoires ne sont que des illusions, elles t'enferment. Ce sont des chaînes fabriquées par ton propre esprit. Le stoïcisme enseigne que ce ne sont jamais les événements qui t'enchaînent, mais l'histoire que tu t'en racontes. Un autre lien invisible particulièrement puissant, c'est la culpabilité. Quand tu culpabilises pour quelque chose que tu as fait ou que tu n'as pas fait, tu te lies psychologiquement à ton passé. Tu revis la faute, tu te la répètes, tu te condamnes toi-même. La culpabilité prolongée est un lien qui te retient dans un temps qui n'existe plus. Le stoïcisme, lui, t'invite à la responsabilité courte, directe mais jamais à l'autoflagellation. Puis viennent les liens tissés par la honte. La honte est une émotion qui fixe ton attention sur toi-même, mais sur une version déformée de toi. Elle te convainc que tu es défini par ton erreur, ton passé, ton défaut. C'est l'une des chaînes les plus difficiles à rompre, car elle te fait croire qu'elle est juste, qu'elle est logique, qu'elle est méritée. Mais ce n'est qu'un récit,
renforcée par ton attention répétée. La honte ne survit que parce que tu la nourris, et il y a enfin les liens construits par les illusions. L'illusion que quelqu'un te doit quelque chose, que tu pourrais changer une personne, par ta volonté, que la justice doit arriver d'une certaine manière, que ton passé aurait dû se dérouler différemment, que ton avenir dépend d'une seule chose. Ces illusions te retiennent parce qu'elles capturent ton attention. Tu leur offres ton énergie mentale, ton temps intérieur, ta lumière, et tant que tu les regardes, tu leur donnes une existence. Les stoïciens savaient que la liberté intérieure demande un sacrifice, celui de renoncer à certaines attaches, non pas en les détruisant, mais en cessant de les nourrir. Retirer ton attention, c'est couper l'alimentation de ces liens invisibles. C'est dire « je n'ai plus d'énergie à investir ici ». Et lorsque tu retires ton attention, tu brises des chaînes que tu croyais indestructibles. Elles ne disparaissent pas parce que tu les combats, mais parce que tu cesses de les soutenir. La libération intérieure ne se produit pas par force, mais par retrait. Et c'est ce retrait qui t'ouvre un espace nouveau, un espace où tu peux enfin respirer, te retrouver et redevenir maître de toi-même. Il existe en toi une force si discrète, si silencieuse, que presque personne ne la remarque. Et pourtant, elle modèle ton existence plus profondément que n'importe quel événement extérieur. C'est ton attention. Elle est à la fois créatrice et destructrice. Elle a le pouvoir de donner vie, de nourrir, d'agrandir, mais aussi le pouvoir de dissoudre, d'éteindre, d'effacer. Ce que tu regardes vit, ce que tu ignores meurt. Et cette loi intérieure, que les stoïciens connaissaient déjà, est l'une des vérités les plus puissantes de la vie psychique. Tu crois que tes émotions existent par elles-mêmes, mais ce n'est pas vrai. Elles existent parce que ton attention leur donne une place. Une émotion non fixée par ton esprit passe comme un nuage. Une émotion fixée devient un orage. Tu crois que tes blessures sont éternelles, mais elles ne sont éternelles que parce que tu les revisites. Tu crois que certaines personnes t'habitent encore, mais ce n'est pas leur présence qui te retient, c'est ton attention posée sur leurs souvenirs. Dès que tu retires ton regard intérieur, tout commence à s'affaiblir. Le stoïcisme te révèle que ce n'est pas le monde qui t'emprisonne, c'est ton rapport au monde. Ce que tu nourris prend de l'importance, ce que tu retires se dissout. L'attention est un feu, elle éclaire ou elle brûle. Elle nourrit ou elle consume, elle agrandit ou elle détruit. Si tu diriges ton attention vers ce qui est toxique, tu renforces le poison. Si tu la diriges vers ce qui est juste, tu renforces la paix. C'est pourquoi Marc Aurèle écrivait que la qualité de tes pensées détermine la qualité de ta vie. Ce n'était pas une métaphore, c'était une loi psychologique. La réalité n'est pas neutre, c'est ton attention qui lui donne une couleur. Un événement douloureux peut être une catastrophe ou une leçon selon ce que tu choisis d'y voir. Une relation peut être une prison ou un apprentissage selon la direction de ton regard intérieur. Une difficulté peut être un fardeau ou une initiation selon la manière dont tu y engages ton attention. La même chose, vécue par deux personnes différentes, peut produire deux vies radicalement opposées parce que l'attention ne se dirige pas de la même manière. C'est pour cela que certaines personnes semblent vivre dans un chaos perpétuel. Elles fixent leur attention sur tout ce qui va mal, et d'autres semblent glisser sur la vie avec une sérénité étonnante. Elles fixent leur attention sur ce qui dépend d'elles, sur ce qui est stable, sur ce qui est noble. L'attention, mal dirigée, fabrique des illusions existentielles. Elle donne de l'importance à des choses qui n'en ont pas. Elle crée des drames là où il n'y a qu'un détail. Elle crée de l'urgence là où il n'y a qu'un mouvement. Elle crée de la menace là où il n'y a qu'une émotion passagère. Le stoïcisme te montre que l'événement n'a aucune signification tant que ton attention ne lui en donne pas une. Cette vérité est libératrice, mais elle est aussi exigeante, car elle signifie que tu es responsable de ton monde intérieur, pas coupable, responsable. Cela veut dire que tu peux choisir ce que tu construis mentalement. Tu peux choisir où tu diriges ton feu intérieur. Tu peux choisir ce que tu agrandis et ce que tu laisses mourir. Quand tu retires ton attention d'une peur, elle perd son pouvoir. Quand tu retires ton attention d'une relation destructrice, tu reprends ton espace. Quand tu retires ton attention d'un échec, tu lui retires son venin. Le processus est subtil, mais puissant. L'attention fait naître, entretient ou éteint ce qu'elle touche.
Lorsque tu diriges ton attention vers quelque chose de noble, de juste, de calme, tu renforces ces qualités en toi. Lorsque tu diriges ton attention vers ta paix intérieure, elle grandit. Lorsque tu diriges ton attention vers le présent, l'angoisse disparaît. Tu es littéralement en train de sculpter ton paysage intérieur. Et chaque fois que tu choisis consciemment ce que tu regardes, tu deviens un artiste de ton propre monde mental. Les stoïciens voyaient la vie intérieure comme une œuvre d'art que chacun devait apprendre à façonner. Ce n'était pas un don réservé à quelques élus, mais une discipline accessible à tous. Regardez moins ce qui détruit, regardez plus ce qui élève. Retirer ton attention n'est pas une fuite, c'est un acte créateur. C'est choisir ce que tu veux entretenir et ce que tu veux laisser mourir. C'est reprendre le contrôle non pas du monde, mais de la manière dont ton esprit le traverse. Tu ne choisis pas tout ce qui t'arrive, mais tu choisis ce que tu nourris. Et ce choix, répété chaque jour, crée ou détruit ton univers intérieur. Maintenant que tu comprends la nature profonde de ton attention, son pouvoir créateur, ses pièges, ses illusions et ses conséquences sur ton identité, une vérité s'impose à toi. Savoir ne suffit pas. La connaissance mentale est fragile. Elle peut t'impressionner, te toucher, te bouleverser. Mais si elle ne descend pas dans tes gestes quotidiens, dans ta manière de respirer, dans tes choix silencieux et dans tes réflexes intérieurs, elle s'évapore comme un rêve au réveil. Le stoïcisme n'a jamais été une philosophie d'observation intellectuelle. C'est une philosophie d'entraînement, une discipline, une façon de former l'esprit pour qu'il cesse d'être un espace ouvert à toutes les intrusions, pour qu'il devienne un lieu sacré où seul entrent les pensées qui méritent d'y vivre. Tu sais maintenant que ton attention peut t'enchaîner ou te libérer. Tu sais qu'elle peut créer des mondes imaginaires ou dissoudre des prisons mentales. Tu sais qu'elle peut construire ton identité ou la détruire. Mais comment l'appliquer réellement? Comment diriger cette force dans ton quotidien, dans tes relations, dans tes choix, dans tes tempêtes intérieures? Comment faire de cette puissance un outil concret plutôt qu'une belle idée? C'est ici que commence la transformation pratique. La partie 3 ne sera pas une réflexion supplémentaire, mais une mise en action. Tu vas découvrir comment les stoïciens entraînaient leur attention, comment ils la maîtrisaient dans les moments de crise, comment ils la retiraient au bon moment et la concentraient sur ceux qui dépendaient réellement d'eux. Tu vas voir qu'il existe des techniques précises, simples mais profondes, pour reprendre ce pouvoir dans ta vie de tous les jours, des exercices intérieurs qui rééduquent ton esprit, des pratiques qui transforment tes automatismes, des gestes mentaux qui te libèrent instantanément du chaos intérieur. Prépare-toi à entrer dans une zone plus concrète, plus incarnée, où la philosophie descend dans la vie réelle. Si jusqu'ici tu as compris comment fonctionne ton attention, la suite va t'apprendre comment la protéger, comment la canaliser, et surtout comment l'utiliser pour devenir quelqu'un de plus stable, plus calme et plus souverain. La connaissance ouvre la porte, mais c'est la pratique qui te fait traverser le seuil. Et c'est maintenant que tu vas apprendre à marcher. Avant même d'apprendre à retirer ou à rediriger ton attention, tu dois comprendre que ton esprit n'est pas un terrain neutre. Il est comme une terre intérieure, parfois fertile, parfois sèche, parfois saturée, parfois épuisée. Tu ne peux pas exercer la maîtrise stoïcienne de l'attention si ton état intérieur est trop agité, trop fatigué ou trop encombré. C'est pourquoi les stoïciens commençaient toujours par préparer leur esprit avant d'appliquer la moindre discipline. Ils savaient que l'attention n'obéit pas lorsque le chaos règne à l'intérieur. Tu dois d'abord revenir à toi, à ton centre, avant de pouvoir décider ce que tu regardes ou ce que tu ignores. La première fondation, c'est de comprendre ton état émotionnel. Un esprit fatigué amplifie les peurs. Un esprit stressé s'accroche à tout ce qui semble menaçant. Un esprit triste se fixe sur le passé. Un esprit anxieux observe le futur. Tu dois donc commencer par un retour à la neutralité, un espace intérieur où ton souffle redevient régulier et où ton corps cesse de réagir comme si tu étais en danger. Les stoïciens utilisaient la respiration comme la première porte vers cet apaisement. Ils n'en faisaient pas un rituel spirituel, mais un geste de clarté. Respirer profondément, lentement, pour rappeler au corps que le moment présent est sûr. Tant que ton souffle est court, ton attention est instable. Quand ton souffle s'allonge, ton esprit devient plus clair. La deuxième fondation,
consiste à comprendre que tu ne peux pas rediriger ton attention depuis un état de surcharge. Si ton esprit est saturé d'informations, de notifications, de pensées, de souvenirs, de tensions, alors tu n'as aucune chance de maîtriser ce flux. Tu n'es pas en train de choisir, tu es en train de subir. Le stoïcisme t'invite à instaurer un calme initial, même bref, une pause intérieure, une rupture volontaire du mouvement mental. Ce n'est pas une méditation complexe, c'est un simple arrêt, une seconde de silence, une seconde où tu dis intérieurement « Je reviens ici ». Cette seconde suffit souvent à reprendre la main. La troisième fondation consiste à construire une posture intérieure stable. Cela signifie reconnaître qu'avant d'agir mentalement, tu dois accepter que tu ne contrôles pas tout. Tant que tu luttes contre ce qui t'échappe, ton attention sera dispersée. Tant que tu veux changer ce qui est hors de ta portée, ton esprit restera agité. Mais lorsque tu acceptes la frontière sacrée entre ce qui dépend de toi et ce qui n'en dépend pas, tu te places dans l'état idéal pour rediriger ton attention. Cet acte de lucidité, simple mais puissant, stabilise ton esprit. Il transforme ton chaos en structure. La quatrième fondation, c'est ce que j'appelle la pré-attention stoïcienne. Avant même de retirer ou de rediriger ton regard intérieur, tu dois savoir ce qui mérite ton énergie. Cela demande un diagnostic quotidien. Que suis-je en train de nourrir? Qu'est-ce qui me fatigue? Qu'est-ce qui me construit? Qu'est-ce qui me détruit? Les stoïciens faisaient ce tri mental chaque matin et chaque soir. Ils observaient ce qui avait capté leur attention dans la journée et se demandaient s'ils étaient alignés avec ceux qui dépendaient d'eux. Ce tri est essentiel pour éviter de gaspiller ton énergie mentale sans t'en rendre compte. Enfin, la cinquième fondation consiste à reconnaître les voleurs d'attention dans ton quotidien. Ce ne sont pas seulement les distractions visibles, notifications, écrans, conversations, mais aussi les distractions invisibles, une inquiétude latente, une tension non résolue, un dialogue intérieur, une petite frustration. Ces micro-fuites d'attention te vident progressivement. Elles te rendent vulnérable, elles t'empêchent d'être présent. Et sans présence, aucune maîtrise de l'attention n'est possible. Une fois que tu es conscient de ces fondations, tu comprends que la maîtrise de l'attention n'est pas un combat, mais une construction. Elle commence par l'apaisement, puis par la clarté, puis par un tri intentionnel de ce qui mérite ton regard intérieur. À partir de là seulement, tu peux apprendre à retirer ton attention ou à la rediriger avec puissance. Sans ces fondations, tu luttes. Avec elles, tu contrôles. Le retrait immédiat est l'une des techniques les plus puissantes du stoïcisme, car elle agit avant que la pensée, l'émotion ou la situation n'aient le temps de s'installer en toi. La plupart de tes souffrances ne viennent pas de ce qui t'arrive, mais du moment où ton attention commence à s'accrocher. Juste là, dans cette première seconde, se joue tout. Si tu laisses l'attention se fixer, elle se met à amplifier. Si tu l'interromps, tu gardes le contrôle. C'est ce que les stoïciens appelaient la maîtrise de l'assentiment. Il ne s'agit pas de forcer ton esprit, mais de l'empêcher de s'enchaîner. Le premier signe qu'il est temps de retirer ton attention, c'est la sensation d'accroche intérieure. Un mot qui te pique, une pensée qui surgit, un souvenir qui se réveille, une peur qui s'insinue, une tension qui monte. Tu le sens. C'est subtil, mais réel. Ce micro-signal annonce que ton esprit est prêt à se laisser happer. Et c'est précisément à cet instant que le retrait doit avoir lieu. Retirer ton attention ne veut pas dire refouler. Le refoulement est une force brutale. Tu pousses la pensée au fond de toi et elle revient plus tard avec plus d'intensité. Le retrait, lui, est un geste léger. Tu t'écartes simplement. Tu refuses l'identification. Tu décides intérieurement « je ne vais pas là ». Et immédiatement, l'accroche perd de sa force. Cette technique est essentielle dans les conflits. Lorsqu'une parole blessante arrive, ton réflexe naturel est de te défendre intérieurement, de justifier, de répliquer, de te créer un récit. Le retrait immédiat consiste à couper ce réflexe, à ne pas entrer dans la scène, à laisser la parole exister sans lui donner un prolongement mental. Tu n'es pas obligé de nourrir ce qui t'atteint. C'est également efficace face à l'anxiété. Une pensée anxieuse apparaît toujours avec une proposition « et si ». Le « et si » est l'encre. Si tu l'attrapes, la spirale se déclenche. Si tu retires ton attention dès son apparition, la spirale ne peut pas commencer. C'est comme couper un feu avant qu'il ne prenne.
Dans les souvenirs douloureux, le retrait immédiat est une libération. Tu n'es pas obligé de revisiter un passé qui te détruit. Tu peux décider dès les premiers instants « je ne retourne pas là ». Et la mémoire privée d'attention s'éteint comme une flamme sans air. Ce qui rend cette technique si puissante, c'est qu'elle agit avant la douleur. Elle empêche le mental de créer un drame. Elle t'évite des heures de réflexion inutiles, des journées de tension, des nuits d'insomnie. Le retrait est un art, un geste discret, presque imperceptible, mais qui t'épargne un cyclone intérieur. Le bénéfice immédiat est frappant. Ton système nerveux se calme instantanément car la charge émotionnelle ne s'accroche pas. Ton souffle reste stable, ton mental reste clair. Tu restes dans ton centre. Avec le temps, ce retrait devient un réflexe. Tu sens une pensée arriver et tu t'effaces. Tu te sens attaqué intérieurement et tu recules. Tu sens une émotion monter et tu cesses de la nourrir. Tu prends l'habitude de ne pas t'accrocher à chaque stimulus et ton monde intérieur s'apaise. Le retrait immédiat n'est pas une fuite, c'est un choix. C'est l'acte souverain par lequel tu refuses de devenir prisonnier de ton propre esprit. Retirer ton attention est un acte de libération, mais ce n'est que la moitié du travail. Une fois que tu as cessé de nourrir ce qui te détruit, tu dois choisir ce que tu vas nourrir à la place. Le vide laissé par le retrait peut devenir un espace de guérison ou un terrain fertile pour de nouveaux pièges si tu ne le remplis pas consciemment. La redirection consciente est l'art stoïcien de choisir volontairement l'objet de ton attention pour guider ton esprit vers la stabilité, la force et la clarté. L'attention n'aime pas rester suspendue. Si tu ne la diriges pas, elle se dirigera seule vers l'agitation, car le mental cherche instinctivement des stimuli. C'est pourquoi les stoïciens pratiquaient la transposition mentale. Lorsqu'une pensée ou une émotion montait, ils redirigeaient immédiatement leur attention vers quelque chose qui dépendait d'eux. Ce geste empêchait l'esprit de dériver vers le chaos. La première forme de redirection, c'est la redirection vers le corps. Ton souffle, ton ancrage, la sensation de tes pieds au sol, la gravité qui te traverse, tout cela te ramène dans le présent. Le corps est un refuge, un point d'attention stable qui coupe instantanément les spirales mentales. Lorsque tu diriges ton attention vers ton souffle, tu retires de la matière aux pensées, tu fais taire l'orage intérieur en ramenant ton esprit dans un endroit qu'il peut réellement contrôler. La deuxième forme de redirection, c'est la redirection vers l'action présente. Les stoïciens insistaient « fais ce qui est devant toi ». Ce n'est pas une fuite, c'est un recentrage. L'attention retrouve son calme quand elle se fixe sur une tâche concrète, ranger, écrire, marcher, préparer quelque chose, accomplir un geste simple. L'action coupe la fiction. Elle dissipe les projections. Elle arrête les scénarios. La troisième forme de redirection, c'est la redirection émotionnelle. Les stoïciens n'ignoraient pas leurs émotions. Ils les redirigeaient vers des sentiments constructifs. La force, la gratitude, la dignité, la constance. Lorsque la colère monte, tu peux rediriger ton attention vers ta propre maîtrise. Lorsque la peur monte, tu peux la rediriger vers le souvenir de ce que tu as déjà surmonté. Lorsque la tristesse monte, tu peux la rediriger vers ce que tu peux encore construire. Ce n'est pas une illusion, c'est un choix de perception. La quatrième forme, plus profonde encore, est la redirection cognitive. C'est l'art de replacer une situation dans sa perspective réelle. Les stoïciens faisaient cela constamment. Ils recadraient. Ils voyaient ce qui était vraiment en jeu. Ils ramenaient tout à la question sacrée. Cela dépend-il de moi? Une simple redirection cognitive suffit parfois à dissoudre une anxiété entière. Le mental, replacé dans le réel, se calme. La cinquième forme de redirection, c'est la création d'un refuge intérieur. Tu peux choisir un souvenir qui t'apaise, une idée qui te structure, une valeur qui t'inspire. Ce refuge n'est pas une fuite, mais une orientation volontaire. Il devient un endroit où ton attention peut se poser quand le monde extérieur devient trop bruyant. La redirection consciente est une discipline. Elle ne demande pas de forcer ton esprit, mais de l'éduquer. Au début, il reviendra vers ses anciennes fixations, mais avec le temps, il apprendra que ton souffle, ton action, ta valeur, ton présent sont des directions plus stables que tes peurs ou tes blessures. Ce qui est fascinant, c'est qu'en redirigeant ton attention,
tu recrées petit à petit ton monde intérieur. Tu deviens plus calme, plus lucide, plus profond, parce que tu choisis ce que tu regardes, et ce que tu regardes finit par devenir ton paysage intérieur. La redirection consciente te permet de ne plus être spectateur de ton mental, mais maître de ton mouvement intérieur. Elle transforme chaque moment de vulnérabilité en une occasion de te recentrer, et quand elle devient naturelle, tu deviens un être intouchable, non pas parce que rien ne t'atteint, mais parce que rien ne t'enchaîne. La réduction progressive est l'une des dynamiques les plus subtiles et les plus puissantes du stoïcisme. Elle repose sur une vérité contre-intuitive que peu de gens comprennent réellement. Ce qui te fait souffrir ne disparaît pas parce que tu le combats, mais parce que tu cesses de le nourrir. Le mental humain croit instinctivement que pour se libérer de quelque chose, il faut l'affronter, le comprendre, le décortiquer, le résoudre. Mais certaines choses ne sont pas destinées à être résolues, elles sont destinées à s'éteindre. Et elles s'éteignent lorsque tu retires l'énergie psychique qui les maintenait en vie. La réduction progressive n'est pas un retrait brutal. C'est une distanciation consciente, lente, intentionnelle. Elle consiste à laisser mourir ce qui n'a plus sa place en toi. Les stoïciens l'appliquaient à leurs peurs, à leurs blessures, à leur colère, à leurs attachements, à leurs illusions. Ils comprenaient que le temps n'efface rien si l'attention ravive tout. Le premier pilier de cette technique, c'est d'arrêter de revisiter consciemment ce qui te fait mal. Chaque fois que tu retournes dans un souvenir douloureux, tu redonnes de la vie à une émotion qui devrait être éteinte depuis longtemps. Chaque fois que tu revis un échec, tu empêches la cicatrisation. Chaque fois que tu repenses à une injustice, tu la prolonges. La réduction progressive commence donc par un geste simple mais ferme. Je n'y retourne plus. Ce refus, répété jour après jour, prive la blessure d'oxygène. Elle s'affaiblit, non pas parce qu'elle est réglée, mais parce qu'elle n'est plus nourrie. Le deuxième pilier, c'est la réduction des accroches émotionnelles. Une accroche émotionnelle est un élément qui te ramène vers ce qui te fait souffrir. Un lieu, un objet, une phrase, une image, une aura. Quand tu identifies ces accroches, tu peux choisir de ne plus les entretenir. Tu peux réduire leur importance. Tu peux cesser de leur donner du sens. Tu peux les laisser exister sans t'y rattacher. Les stoïciens appelaient cela l'indifférence active. Tu ne repousses pas, mais tu ne t'accroches pas. Le troisième pilier, c'est la diminution progressive du temps de fixation. Tu ne peux pas toujours empêcher une pensée d'apparaître, mais tu peux choisir combien de temps elle reste. Si hier tu restais accroché à une pensée pendant 1 heure, aujourd'hui tu peux réduire à 30 minutes, puis à 10, puis à une seule. Avec le temps, l'esprit apprend à lâcher plus vite. C'est un entraînement. Le quatrième pilier, c'est la transformation du regard. Au lieu de revisiter un événement en tant que victime, tu peux apprendre à le revisiter en tant qu'observateur. Et un jour, tu t'apercevras que ce qui te détruisait autrefois ne t'affecte plus autant. Non pas parce que c'est devenu léger, mais parce que tu as cessé de l'alimenter. Le cinquième pilier, c'est la création d'un espace intérieur qui remplace l'ancien attachement. Quand tu retires ton attention de quelque chose, tu crées un vide. Et ce vide doit être rempli consciemment, par un projet, une discipline, une valeur, un engagement, un idéal, une présence. Si tu ne remplis pas consciemment ce vide, l'esprit y ramènera automatiquement l'attachement ancien. La réduction progressive n'est donc pas seulement un retrait, c'est une création. Tu laisses mourir l'ancien et tu nourris le nouveau. Enfin, le sixième pilier, c'est la répétition silencieuse. Rien ne se réduit en un jour, mais chaque fois que tu refuses de revisiter une douleur, tu gagnes un peu de liberté. Chaque fois que tu laisses une pensée s'éteindre au lieu de l'entretenir, tu récupères une part de ton énergie. Chaque fois que tu détournes ton attention d'une personne, son influence sur toi diminue. C'est ainsi que naissent les transformations profondes, par des micro-gestes répétés qui finissent par désenvoûter ton esprit. Quand la réduction progressive devient naturelle, ce qui te consumait autrefois commence à perdre forme. La blessure devient un simple souvenir, la personne devient lointaine, la peur devient moins dense, la dépendance s'efface. Tu n'as pas gagné par combat, tu as gagné par retrait. Protéger ton attention, c'est protéger ta paix, ta force, ta clarté et ton identité.
C'est l'une des disciplines les plus importantes du stoïcisme parce qu'elle détermine si tu vas vivre dans un esprit stable ou dispersé, calme ou agité, maître ou esclave de tes impulsions. La majorité des gens perdent leur attention non pas à cause d'événements graves, mais à cause de centaines de micro-fuites invisibles chaque jour. Notifications, comparaisons, inquiétudes, conversations inutiles, tensions latentes, stimuli permanents. Leur esprit se dissout dans 1000 directions et ils ne comprennent pas ensuite pourquoi ils se sentent fatigués, anxieux, confus ou décentrés. Le stoïcisme t'apprend alors à ériger des frontières mentales. La première frontière, c'est de décider clairement ce que tu ne laisses plus entrer. Beaucoup d'agitations intérieures naissent parce que tu laisses ton esprit recevoir tout ce qui passe. Le moindre message, la moindre opinion, la moindre émotion des autres pénètre en toi comme si ton esprit était une maison sans porte. Protéger ton attention, c'est commencer par fermer certaines portes. Tu n'es pas obligé d'être disponible pour tout le monde, ni de répondre à tout, ni de regarder tout, ni de penser à tout. Tu peux choisir. La deuxième frontière consiste à réduire volontairement les voleurs d'attention modernes. Les stoïciens n'ont jamais connu les réseaux sociaux, mais leurs principes s'y appliquent parfaitement. Si tu veux protéger ton attention, tu dois limiter la quantité de stimuli inutiles que tu reçois. Cela peut passer par des actions simples, désactiver les notifications inutiles, éloigner ton téléphone lorsque tu travailles, limiter le temps passé à scroller, sélectionner les contenus que tu consommes. Ce n'est pas un manque de liberté, c'est une récupération de ta souveraineté. La troisième frontière est un rituel du matin. Les stoïciens commençaient chaque journée par définir intentionnellement où ils allèrent poser leur attention. Il s'avère que sans direction, l'esprit se disperse. Tu peux faire la même chose. Le matin, demande-toi ce qui mérite ton attention aujourd'hui. Quelle est la priorité réelle? Quelle est la valeur essentielle que tu veux honorer? Quel est le piège mental que tu refuses d'alimenter? En définissant un axe clair, tu empêches ton esprit d'être avalé par le superflu. La quatrième frontière est un rituel du soir. Avant de dormir, tu dois nettoyer ton esprit. Les stoïciens faisaient un examen intérieur pour retirer l'importance accordée aux agitations du jour. Ils se demandaient ce qu'ils avaient nourri inutilement et ils retiraient leur attention de ces choses avant de se coucher. Ce geste empêche les pensées parasites de se prolonger dans la nuit et libère ton énergie. La cinquième frontière, essentielle, consiste à choisir consciemment ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Tu ne peux pas contrôler le monde, mais tu peux contrôler ton exposition. Tu peux choisir les personnes que tu laisses influencer tes pensées. Tu peux choisir les conversations auxquelles tu participes. Tu peux choisir les idées que tu autorises à habiter ton mental. Ce choix, répété chaque jour, transforme ta vie. La sixième frontière, plus profonde, est la capacité de dire non. Non intérieurement, non mentalement, non silencieusement. Dire non à une impulsion, à une fixation, à une pensée destructrice, à une peur excessive. Le non stoïcien n'est pas une résistance pleine de tension, c'est une fermeture douce mais ferme de l'accès à ton attention. Enfin, la septième frontière, c'est le silence volontaire. Le bruit du monde extérieur envahit ton esprit, mais le silence le reconstruit. Quelques minutes chaque jour sans musique, sans parole, sans distraction, permettent à ton attention de se recentrer. Le silence recharge ton esprit comme le sommeil recharge ton corps. Protéger ton attention, ce n'est pas un caprice, c'est un acte de survie mentale. C'est la condition pour garder ton esprit entier dans un monde qui cherche constamment à le fragmenter. La souveraineté intérieure est l'état ultime recherché par les stoïciens. Ce moment où tu ne réagis plus automatiquement au monde, mais où tu choisis consciemment comment ton esprit se dirige. C'est une forme d'autorité intime, tranquille, silencieuse, qui ne dépend ni des circonstances ni des autres. Tu atteins cette souveraineté lorsque ton attention devient un instrument que tu manies avec précision et non une force qui t'emporte malgré toi. Elle ne signifie pas que rien ne t'atteint, mais que rien ne t'emporte. La première dimension de cette souveraineté consiste à définir ton centre. Ton centre est l'espace intérieur où tu reviens lorsque tout vacille. Pour certains, c'est une valeur. Pour d'autres, c'est une idée, un principe, un souffle, une présence. Ce centre n'est pas une volonté rigide, mais un axe de stabilité. Tant que tu sais où se trouve ton centre, tu peux y revenir à tout moment.
et chaque retour est une affirmation de ton autorité intérieure. La deuxième dimension de la souveraineté intérieure est la présence stoïcienne. La présence n'est pas une simple attention au moment présent, mais un engagement conscient à être acteur de ta propre vie. C'est voir ce qui se passe en toi sans te laisser emporter. C'est sentir une émotion monter sans s'y attacher. C'est observer un événement sans lui donner plus d'importance qu'il n'en a. La présence te transforme en témoin lucide plutôt qu'en victime émotionnelle. La troisième dimension est le tri quotidien. Chaque jour, tu dois décider ce qui mérite ton énergie et ce qui ne la mérite pas. Ce tri n'est pas une liste, mais un réflexe. Dès que quelque chose apparaît en toi, une pensée, une peur, une comparaison, une tension, tu te demandes, est-ce que cela dépend de moi? Est-ce que cela mérite mon attention? Est-ce que cela construit ou détruit mon centre? Ce tri constant façonne ta liberté intérieure. La quatrième dimension, c'est la constance. La maîtrise de l'attention n'est pas un éclair de lucidité, mais une répétition de gestes simples. Revenir au souffle, revenir au présent, revenir au centre, refuser de nourrir une pensée inutile, rediriger ton regard intérieur, préserver ton calme. Ces gestes répétés deviennent une seconde nature, un automatisme inversé, non plus celui qui t'enchaîne, mais celui qui te libère. La cinquième dimension est la reconstruction identitaire. Lorsque tu maîtrises ton attention, tu redeviens l'auteur de ton monde intérieur. Tu n'agis plus depuis tes blessures ou tes peurs, mais depuis ton axe. Tu construis une identité stable, solide, cohérente avec tes valeurs. Tu avances dans la vie avec une présence plus dense, une parole plus juste, une énergie plus focalisée. Les stoïciens appelaient cela la droiture intérieure. Enfin, la sixième dimension de la souveraineté intérieure est la reconnaissance du moment où tu as changé. Tu sais que tu as atteint un nouveau degré de maîtrise lorsque ceux qui t'emportaient autrefois ne t'emportent plus, lorsque ce qui t'obsédait ne t'accroche plus, lorsque ce qui te contrôlait ne t'atteint plus, lorsque ton attention obéit, sans tension, sans lutte. Tu sens alors une forme de calme noble, une paix sans arrogance, une liberté sans bruit. C'est là que se trouve la véritable souveraineté, dans la capacité de vivre en accord avec soi-même, indépendamment du tumulte extérieur. Ce n'est pas un état lointain, réservé à quelques sages. C'est un entraînement quotidien, accessible à celui qui choisit de reprendre le contrôle de son attention. Tu sais maintenant ce que très peu de gens réalisent dans une vie entière. Ton attention est ton royaume intérieur. C'est elle qui façonne tes émotions, qui amplifie ou dissout tes douleurs, qui nourrit tes attachements ou les laisse mourir, qui construit ton identité ou la déconstruit. Rien n'a plus de pouvoir sur toi que ce que tu regardes intérieurement. Et rien ne te libère autant que ce que tu cesses de regarder. Le stoïcisme te révèle une vérité radicale. Tu ne contrôles pas le monde, mais tu contrôles l'endroit où tu places ton esprit. Et cet endroit définit ta vie bien plus que tes circonstances. Lorsque tu retires ton attention, tu reprends ton énergie. Lorsque tu la rediriges, tu reprends ton axe. Lorsque tu la protèges, tu reprends ta paix. Et lorsque tu l'utilises consciemment, tu deviens maître de toi-même. Tu n'as pas besoin d'attendre une transformation extérieure, ni de changer les autres, ni de comprendre ton passé, sous tous les angles. La liberté commence par un seul geste intérieur. Décider ce que tu nourris et ce que tu laisses mourir. Chaque fois que tu refuses d'entretenir un souvenir douloureux, tu guéris. Chaque fois que tu cesses de nourrir une peur, tu t'allèges. Chaque fois que tu détournes ton attention d'une personne qui t'a retenu trop longtemps, tu te libères. Et chaque fois que tu choisis consciemment où poser ton regard intérieur, tu construis un nouvel espace en toi, un espace de calme, de force, de lucidité. Si tu arrives à faire cela chaque jour, même imperceptiblement, tu découvriras une souveraineté intérieure que rien ni personne ne peut t'enlever. Un calme qui ne dépend de rien, une constance qui ne vacille pas, une clarté qui ne s'éteint plus. Avant de quitter cette vidéo, écris en commentaire. Je reprends le contrôle de mon attention, non pas pour l'algorithme, mais pour toi, pour ancrer cette décision dans ton esprit. Et si ce voyage stoïcien t'a parlé, si tu veux aller plus loin dans la transformation intérieure, abonne-toi et reste avec moi. Il y a encore tant de vérités silencieuses que personne n'ose t'expliquer, mais qui peuvent changer ta vie.